Tandis que les marins, au retour de croisières lointaines, viennent visiter les grandes villes et oublier le roulis et le tangage, les populations côtières ne se lassent pas d'admirer les belles unités de notre flotte. Les citadins n'en ont pas la possibilité. C'est donc pour eux que je me suis rendu accompagné de mon chevalier servant à bord du cuirassé Richelieu. Œil vif, oreille tendue, nous voici en présence du commandant en second. Construit et lancé à l'arsenal de Brest, le Richelieu quitte le port en juin 1940 avant l'arrivée des Allemands pour allier Dakar. Au début de 1943, il se rend à New York où il est équipé en matériel moderne DCA radar. Août 1943, prêt à combattre, le bâtiment rejoint la Home Fleet à Scapa Flow et participe aux opérations de la mer du Nord dans la nuit et le froid. Mars 1944, il rallie à l'Équateur l'Eastern Fleet. Il participe à toutes les opérations importantes contre les Japonais, bombardement de Sabang entre autres. Il rentre à Casablanca en octobre 1944 où il repart au début de 1945 pour une nouvelle campagne en Extrême-Orient. Les hostilités terminées, il rallie la France et reçoit la Croix de guerre. Voici donc, très résumé, l'historique du Richelieu. Au cours de votre trop brève visite, vous ne pourrez voir que certaines parties essentielles du bâtiment, véritable ville flottante. Néanmoins, vous aurez ainsi un court aperçu sur la plus belle unité dont s'enorgueillit à juste titre la marine française. Voici le poste de commande de la salle des machines. C'est l'heure du changement de quart. Et quel est le rôle précis de ce PC? Tous les ordres concernant les machines et venant de la passerelle sont centralisés et exécutés ici. Ce matelot graisse une pompe d'alimentation. Voici le plancher inférieur des machines. La rue de Chauve. Un chauffeur surveille le débit de mazout. Tiens, ils ont aussi des coupures de courant à bord. Non, c'est une petite panne. Quelle rapidité dans la recherche et la réparation. Bravo! Rien de plus facile. D'ailleurs, voici la centrale électrique. Ces voyants lumineux actionnés à distance permettent de contrôler l'alimentation de chaque secteur du bord et de détecter et localiser instantanément les pannes. Voici la passerelle de commandement. La salle de navigation est déserte actuellement, le navire étant au mouillage. Le blocus de tir. La désignation des objectifs se fait à l'aide de jumelles périscopiques et c'est d'ici que partent les ordres d'ouvrir et de cesser le feu pour les différentes artilleries. À la timonerie, un essai de commande de barre est en cours. Dans la chambre des cartes, les routes de la prochaine sortie sont à l'étude. La salle des radars, appareil mystérieux, compliqué. Ce radar de surface détecte un navire à 40 km et le situe à 20 mètres près. Quelle indiscrétion! Avec un légitime orgueil, les canonniers tiennent à me faire une démonstration de pointage et de chargement des pièces de 380. Angle de tir donné, plus 15. Vous allez assister à la danse des éléphants. La partie mobile de chaque tourelle pèse 2300 tonnes, le poids d'un contre-torpilleur. Voici l'intérieur de l'une d'elles. Toutes les opérations de chargement sont automatiques. Pointage en hauteur, ouverture de la culasse, montée de la benne. L'obus de 380 est introduit dans la culasse à l'aide du refouloir. 2 gargousses. 2 autres encore.
Fermeture de la culasse. Chaque pièce est capable d'envoyer toutes les 50 secondes un projectile de 900 kg à 40 km. L'air marin aiguise l'appétit des matelots, mais la nourriture à bord est copieuse. Après un bon repas, un peu d'exercice est recommandé. Bonne humeur et entrain règnent toujours dans les postes d'équipage. Nous allons nous marier ensemble, l'argent que nous avons gagné, elle nous servira à nous mettre en ménage. Cependant que sur le pont, jour et nuit, veillent les factionnaires.